À l'Assemblée, l'opposition a décidé d'accélérer le débat. L'Église catholique et certaines familles de détenus contre la grève de la faim. Un gros tiercé à Deauville, près de 17 000 francs dans l'ordre. Bonsoir, coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Le débat sur la décentralisation est terminé. Les députés de l'opposition avaient proposé dans l'après-midi d'abréger la discussion. Depuis plusieurs jours, vous le savez, l'Assemblée nationale était réunie, presque sans discontinuer. Il s'agissait de débattre du projet de loi sur la décentralisation, présenté par Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur. Un projet de loi très important que le Premier ministre avait qualifié lui-même de grande affaire du septennat. Le Premier ministre a d'ailleurs depuis quelques instants pris la parole à l'Assemblée. Pierre Mauroy s'est félicité du travail des députés. Il a dressé un premier bilan du rythme soutenu dans lequel s'effectue le changement. Nous l'écoutons. Soyez sans crainte pour le changement annoncé. Dans ce domaine, vous faites l'histoire qui dira un jour que la France asphyxiée par le centralisme a été libérée par une réforme apportant aux communes, aux départements et aux régions davantage de pouvoir et de moyens en conférant aux Français une nouvelle citoyenneté faite d'une plus grande participation avec davantage de liberté et de responsabilité. Daniel Brem, Pierre Mauroy a dit beaucoup d'autres choses à l'Assemblée, et notamment il a fixé le calendrier de la prochaine session parlementaire. Il a même annoncé qu'il y aurait 2 sessions extraordinaires, une le 8 septembre et une autre au mois de mars, après donc la session budgétaire d'octobre. Alors au calendrier de la première session extraordinaire, une dizaine de textes. La suppression de la peine de mort, la suite de la décentralisation pour les régions, les nationalisations, l'abrogation de la loi dite sauvage sur la composition des conseils d'université, un débat d'orientation sur la politique énergétique qui sera clos par un vote, et également à l'ordre du jour de nouveaux textes sur l'immigration. Le Premier ministre a évoqué aussi, mais après avoir énuméré tous ces textes, le statut de l'audiovisuel. Alors, à travers ce discours, le Premier ministre a aussi bien entendu développé sa philosophie, la philosophie qui sous-tend son action, la lutte contre le chômage et le développement de l'esprit de responsabilité, sans lequel, a-t-il redit, il n'y a pas de liberté réelle. Et à ce propos, il a fait observer que la justice et la police, je cite, œuvraient en toute indépendance sur ces dossiers, action qui jusqu'alors semblait trop souvent bridée par le pouvoir politique. Alors Daniel, le débat s'est terminé, même beaucoup plus rapidement que prévu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, heureusement, il y a eu un petit coup de théâtre vers 4 heures, et je pense que la fatigue est la raison, mais aussi plus sûrement le fait que l'opposition allait répéter les arguments qu'elle avait développés sur les communes pour les départements, ont fait que finalement elle a renoncé à beaucoup de ses amendements, annonçant qu'elle allait tout à fait modifier son style. Évidemment, vous l'imaginez, cette annonce a été fort bien reçue par la majorité, et on a vu ensuite l'opposition et la majorité voter des amendements, et ce climat idyllique a duré jusqu'au dernier article, l'article 44, et là la guerre s'est rallumée, mais Dieu merci, l'article 44 a été voté à 19h40, avoué avec l'autre. Merci Daniel. Effectivement, l'opposition avait décidé, vous vous en souvenez, de mener une bataille de procédure pour contrer ce projet qu'elle jugeait hâtif. C'était en tout cas l'idée du RPR. Finalement, le débat, s'il a été difficile, a semblé tout de même positif. C'est en tout cas ce qu'estime, dans un camp, Charles Millon, député UDF pour l'opposition donc, mais aussi Gaston Defferre, l'auteur du projet de loi. Nous les écoutons successivement. Je suis convaincu que notre attitude a été utile. Je ne dis pas que pour cette raison nous allons voter le texte, car nous ne sommes pas d'accord sur le fond. Nous pensons que c'est un texte quelque peu trompe-l'œil. Il supprime la tutelle d'un côté, mais il rétablit de l'autre côté une tutelle soit du département, soit une tutelle a posteriori qui paraît bien plus terrible que la tutelle a priori. Donc pour des raisons de fond, nous ne voterons pas le texte dans son ensemble, et ce pour la grande majorité des membres de l'UDF. Par contre, au niveau technique, c'est-à-dire au niveau de l'aménagement des dispositions qu'a présenté le gouvernement, notre collaboration a été très utile, et il suffit de se référer aux travaux de la commission des lois, ou même aux travaux en séance, puisque la séance s'est vite transformée en commission des lois, comme vous avez pu le constater. L'opposition a déposé beaucoup d'amendements.
demandé beaucoup de scrutin, elle a joué son rôle. J'ai été longtemps dans l'opposition moi-même et je sais ce que c'est que de participer à un débat quand on ne veut pas qu'un texte soit voté. Estimez-vous que votre texte a été enrichi justement par les amendements de la droite ou de la gauche? Des uns et des autres. Un texte aussi important et aussi vaste mérite toujours d'être discuté et je constate à la fin de cette discussion qu'effectivement, certains amendements de la majorité et de la minorité ont incontestablement amélioré le texte. C'est le jeu parlementaire, c'est une des qualités de la démocratie. Est-ce que vous ne croyez pas que ça va être beaucoup plus difficile au Sénat? Je pense que le ton sera très différent au Sénat. Je connais le Sénat, les choses s'y passent autrement. La discussion sera peut-être longue, mais j'espère qu'elle sera constructive. En politique française encore, pas de service militaire à 6 mois. L'idée est abandonnée. C'est ce qu'a dit Charles Hernu, le ministre de la Défense, qui effectue en ce moment un voyage à Tahiti. Monsieur Hernu a aussi évoqué la bombe à neutrons. Il est tout à fait possible qu'il puisse y avoir des expérimentations pour un tel armement, a-t-il dit. Mais il a ajouté, cette arme doit-elle ou non faire partie de la panoplie française? C'est une décision que le gouvernement n'a pas prise. Le problème des agriculteurs français mécontents, la rencontre franco-espagnole entre les représentants des agriculteurs des deux pays a échoué. Il s'agissait de mettre un terme aux interceptions dont ont été victimes les camionneurs espagnols en France. Enfin, demain, visite du ministre espagnol de la Justice, mais pour un tout autre problème, il doit évoquer avec le gouvernement français la question des extraditions des militants basques. Ça nous amène tout naturellement à l'actualité à l'étranger et d'abord le coup d'État en Gambie. Les forces sénégalaises qui tentent de prendre le pouvoir pour le président destitué Jawara, ces forces sénégalaises sont entrées dans la capitale de Gambie, Banjul. Et elles semblent reprendre la capitale petit à petit. Voici les premières images que nous avons reçues de Gambie. Mais les auteurs du coup d'État résistent toujours. Ce Conseil de la Révolution, comme il s'intitule, détient 29 personnes en otage et il menace de les exécuter si les troupes sénégalaises ne se retirent pas. L'Irlande du Nord, Belfast, toujours dans l'attente dramatique. Un 8e gréviste de la faim, un prisonnier catholique, pourrait mourir d'un instant à l'autre. Kieran Doherty jeûne maintenant depuis 73 jours. Mais il y a un élément. Et puis aujourd'hui aussi, 2 policiers ont été tués par l'explosion d'une mine sous leur voiture. Mais je vous le disais, il y a un élément nouveau maintenant, après que la mère de l'un des grévistes ait demandé de sauver son fils. Un mouvement semble se dessiner en faveur de l'arrêt des grèves de la faim, et cela dans la communauté catholique même. Cette procession silencieuse derrière le cercueil d'un gréviste de la faim, le rituel immuable des catholiques de Belfast pour Kevin Lynch, décédé hier après 71 jours de jeûne volontaire. Lundi, le jour même de son enterrement, un autre détenu prendra sa place. La détermination des grévistes reste intacte, à quelques heures peut-être de la mort du 8e d'entre eux, gréviste depuis 73 jours, déjà pratiquement sourd et aveugle, Kieran Doherty. Un seul détenu, Paddy Quinn, a interrompu son jeûne au bout de 47 jours. Sa mère l'a convaincu temporairement peut-être de se laisser hospitaliser. Il était mourant, je ne voulais pas que lui aussi s'en aille. Vous savez, il ne m'a pas fallu longtemps pour me décider. Paddy n'était plus conscient, c'était trop injuste. Depuis 5 ans, il a déjà assez souffert comme ça entre les mains des Britanniques. J'espère que les gens me comprendront. It's not fair to have boys staying like that. As I say, these boys have suffered terrible this last 5 years at the hands of the British government. It's time the people outside realise that. Dans le journal d'Antenne de Midi tout à l'heure, nous avons reçu Bernard Parmentier. C'est un sénateur de Paris qui s'est rendu avec 2 autres parlementaires français à Belfast. Ils étaient mandatés par la Fédération internationale des droits de l'homme. À leur retour, ils ont dénoncé les manquements aux droits de l'homme qui sont selon eux commis contre les prisonniers irlandais. Et Bernard Parmentier nous a donné son opinion sur la détermination des grévistes de la faim. Nous, d'après nos contacts avec les Britanniques, les autorités britanniques, il n'y a pas de négociation, il y a une position intransigeante et ferme de la part des Britanniques. Bon, est-ce que cette position est sur le point, disons, non pas de s'affaiblir, car ça ne serait pas une preuve de faiblesse que de renoncer à des comportements que nous considérons comme parfaitement inhumains. Alors, nous n'en savons rien, on ne nous l'a pas dit, au contraire, on nous a laissé entendre que la position des Britanniques restait ferme, intransigeante, et qu'ils attendaient que ce qu'ils appellent la négociation, que ce soit tout simplement de la part des détenus, eh bien, une sorte de capitulation. Or, nous le savons fort bien, il n'en est pas question. On ne peut pas s'attendre
de la part d'hommes qui ont la capacité de mourir pour leur cause, qu'ils baissent les bras maintenant. On parlait d'un déblocage de la situation, mais on assiste effectivement depuis une dizaine de jours environ à une lente évolution des attitudes, aussi bien à Dublin qu'à Belfast, des attitudes des catholiques bien entendu. Je crois qu'elle est due d'abord à la terrible lassitude des parents des grévistes qui acceptent de plus en plus mal d'assister impuissants à la terrible partie de bras de fer qui se déroule depuis 5 mois déjà entre Londres et l'IRA par prisonniers interposés. Une partie de bras de fer dont l'enjeu n'est rien de moins que la vie de leur enfant. Et puis aussi, il faut savoir que toutes les tentatives de médiation, notamment celles de l'Irlande du Sud, à travers l'Église catholique d'Irlande du Sud, ont échoué. Alors le fait nouveau, c'est que désormais, plusieurs membres du clergé de l'Irlande du Nord à Belfast demandent publiquement aux grévistes d'échapper, je cite, à ce qu'ils appellent le piège mortel de l'intransigeance britannique, en d'autres termes, de ne pas aller jusqu'au suicide, c'est-à-dire de suspendre leur grève de la faim. Bien sûr, jusqu'à maintenant, une seule exception, Paddy Quinn a dit non, mais la majorité des grévistes de la faim poursuivent leur grève. C'est tout de même surprenant, Jean-Marc Ilous, puisque depuis 5 mois, tous les catholiques d'Irlande faisaient bloc derrière les grévistes de la faim. Eh bien écoutez, les catholiques d'Irlande font toujours bloc autour des grévistes de la faim, mais il semble que désormais, ils soient moins décidés à faire bloc derrière la seule bannière de l'IRA. Et cela parce que, comme le gouvernement de Dublin au sud, qui ne peut être suspecté d'abandonner ses corréligionnaires catholiques du nord, on a eu de plus en plus le sentiment à Belfast que si chaque fois les tentatives de médiation avaient échoué, c'était non seulement à cause de l'intransigeance du gouvernement britannique, mais peut-être aussi et surtout récemment, parce que d'une certaine manière, les grévistes de la faim sont aussi les prisonniers de l'IRA. Alors, il faut bien comprendre que dans cette affaire, chaque tentative de médiation s'est passée de la manière suivante, aussi bien les prisonniers de Mays, ou l'IRA comme on voudra, et le gouvernement britannique d'autre part, ont cherché d'abord à remporter une victoire politique plutôt qu'essayer de trouver réellement une solution aux problèmes posés par les conditions de détention des prisonniers de Mays, et bien sûr l'impasse reste totale. Merci Jean-Marc. En bref, encore à l'étranger, en Pologne, une nouvelle semaine très difficile s'annonce. Le problème est toujours celui des restrictions alimentaires. Ce soir, la commission de coordination du syndicat Solidarité se réunit et elle va peut-être décider de rencontrer le gouvernement, et je l'apprends à l'instant, une grève de 2 heures a été décidée à Gdansk pour le 14 août. L'Argentine, qui ajoute à ses problèmes politiques des difficultés économiques considérables. Un exemple, l'inflation galopante depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année simplement, donc le peso s'est déprécié de 275% et la Banque centrale d'Argentine s'apprête à émettre un billet de 1 million de pesos. Et puis enfin, le dialogue Nord-Sud. Il est de nouveau bien engagé et le sommet de Cancún au Mexique en octobre prochain devrait permettre d'apporter des solutions concrètes dans les relations entre pays riches et pays en voie de développement. François Mitterrand doit assister à ce sommet en octobre. Au cours de la réunion préparatoire à Cancún déjà, un consensus s'est dégagé entre les représentants des 2 groupes de pays. Édouard Laure fait le point sur ce dialogue Nord-Sud. D'échec en échec depuis 1975, la conférence Nord-Sud n'aura gardé jusqu'à aujourd'hui que son nom d'origine, conférence sur la coopération économique internationale. Et donc, sans que rien ne change dans les relations entre les pays les plus riches du monde, c'était le but de cette conférence, et les pays en voie de développement, en fait, les pays les plus pauvres d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine. Sauf peut-être de constater qu'au fil des années, les pays industrialisés dépendaient chaque jour un peu plus des pays producteurs de pétrole, et que la misère dans les pays pauvres ne faisait que grandir, elle aussi, chaque jour un peu plus. D'où l'idée de relancer cette négociation, ce que 22 ministres des Affaires étrangères viennent de faire ce week-end au Mexique pour préparer le sommet fin octobre des chefs d'État de ces mêmes 22 pays, 8 riches et 14 en voie de développement. Réunion préparatoire dont le succès a permis d'annuler purement et simplement la séance de cet après-midi. Les 22 ministres ont donc décidé que les discussions d'octobre tourneraient autour de 4 axes. Agriculture, commerce, énergie et finances. Qu'aucune décision ne serait prise, mais que seraient lancées des bases de négociation, ce qui serait déjà un considérable progrès. Retour en France avec l'actualité sociale. La retraite à 60 ans sera à l'ordre du jour cette semaine. Madame Nicole Questio, ministre de la Solidarité nationale, doit terminer sa série d'entretiens avec les organisations concernées par ce problème.
Économie, les résultats de la construction navale. Pour l'année dernière, ces résultats viennent d'être rendus publics. Ils ont traduit une diminution, 18% en moins en un an. C'est la 5e année consécutive de baisse. Mais les carnets de commandes sont mieux remplis maintenant et l'emploi dans ce secteur devrait être maintenu cette année. Enfin, l'amnistie en matière sociale. À l'intérieur de la loi d'amnistie qui vient d'être adoptée, vous le savez, cette semaine et qui va entrer en application dès demain, il y a en effet l'amendement 12 bis. De quoi s'agit-il? Eh bien, cet amendement étend l'amnistie au conflit à l'intérieur d'une entreprise, à l'ensemble des salariés, particulièrement aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel qui ont été licenciés et qui pourraient demander ainsi leur réintégration. Alors c'est une affaire un petit peu compliquée, mais Laurence Graffin, elle concerne beaucoup de monde et elle mérite d'être détaillée. Alors d'abord, c'est un texte très original parce qu'il touche un domaine complètement nouveau dans lequel le droit du travail est muet, mais qui existe pourtant bien dans les faits, c'est celui du pouvoir disciplinaire des patrons. En effet, le droit du travail ne prévoit ni procédure ni de peine dans ce domaine. La seule chose qu'il interdise au patron, c'est de mettre un salarié à l'amende, c'est-à-dire de lui faire payer une sanction financière. Alors, pratiquement, comment cette amnistie va s'appliquer? Alors, elle s'applique à deux niveaux. Le premier niveau, ça concerne l'ensemble des salariés. On amnistie les faits ayant donné lieu à des sanctions, c'est-à-dire que dans les dossiers du salarié, on ne doit faire mention ni des faits, ni des sanctions. Et l'inspecteur du travail est chargé de veiller à l'application de ce texte. Deuxième niveau, c'est les représentants élus du personnel et les délégués syndicaux qui ont été licenciés. Eh bien, ils pourront redemander leur réintégration à l'employeur, mais à 3 conditions. La première condition, ils doivent avoir été licenciés depuis janvier 1975. La deuxième, c'est que les faits ayant motivé le licenciement doivent être en rapport avec leur fonction de représentant du personnel. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, un délégué du personnel est licencié parce qu'on l'a trouvé en état d'ébriété. Bon, alors là, la loi ne s'applique pas. Deuxième exemple, il est licencié parce qu'il a mené une grève, et même cette grève a été jusqu'à une séquestration, ça a été assez loin. Bon, et bien là, la loi s'applique. Alors, la troisième condition, c'est que l'entreprise puisse le reprendre. Par exemple, une entreprise qui a disparu, bon, évidemment, elle ne peut pas le reprendre, ou une entreprise qui est trop petite et qui a déjà remplacé ce salarié et qui ne peut pas créer un autre poste, ne peut pas le reprendre non plus. Mais est-ce que sinon, la réintégration sera automatique? Non, elle n'est pas automatique. Alors, le salarié a 3 mois pour demander à l'employeur de le réintégrer. Après, l'employeur a 1 mois pour réfléchir et lui donner sa réponse. S'il refuse, la question va à l'inspecteur du travail. Et si l'employeur refuse toujours, après l'avis de l'inspecteur du travail, à ce moment-là, le problème va devant les prud'hommes, et alors eux doivent statuer très très rapidement. Alors dernière question, Laurence, combien de personnes sont concernées par cette amnistie? Plusieurs milliers en principe, mais en fait moins, peut-être quelques centaines, parce que quand même beaucoup ont retrouvé du travail. Mais il y aura, je pense, des cas exemplaires. Par exemple, le cas de Michel Sertano, délégué CGT et même secrétaire général CGT chez Renault, qui a été licencié il y a 1 an à l'occasion d'un conflit collectif et même de séquestration. Alors, il nous a annoncé cet après-midi même son intention de demander sa réintégration. Il risque d'y avoir des cas spectaculaires, car si les syndicats sont très contents de ce texte, les patrons le sont effectivement beaucoup moins. Merci Laurence. Un tout autre sujet maintenant, la roulette et le blackjack vont rouvrir au casino d'Anguin. Ce type de jeu, en effet, était jusqu'à présent interdit à moins de 100 km autour de Paris. Cette interdiction vient d'être levée et c'est le casino d'Anguin qui en profite bien sûr. Déjà, il était le 4e casino de France. Est-ce qu'on connaîtrait Forges-les-Eaux et sa station thermale sans cette loi, si cette petite ville n'était pas située justement à la frontière des fatidiques 100 km? Prendre les eaux comme à Divonne et jouer comme à Cannes, dans le casino rénové dans les années 50 par Jacques Hébertot, mais oui, le directeur du théâtre du même nom, constitue depuis très longtemps un excellent prétexte pour venir respirer l'air pur de Normandie. Cependant, quelque chose risque de changer bientôt, car la fameuse roulette et le très américain blackjack, en français le 21, ne seront plus interdits de séjour à Anguin, où déjà les croupiers s'entraînent. Ça fait plaisir parce que c'était une longue bataille menée par mon père, d'ailleurs, puisque depuis 1948, un arrêt du Conseil d'État nous avait accordé la roulette, ça a même été confirmé en 70, et depuis, nous attendions qu'un décret ministériel nous donne le droit d'ouvrir nos salles à la roulette et au blackjack. À partir de quand est-ce que votre casino va être ouvert aux joueurs pour ces jeux-là? Vous savez, il y a beaucoup de travail là maintenant qui nous attend. Je pense que nous pouvons espérer ouvrir nos portes à la roulette courant novembre, et peut-être un petit peu avant pour le blackjack. Hélas, comme tout le monde le sait, le bonheur des uns ne fait pas forcément celui des autres.
À Forges-les-Eaux, mais aussi sans doute sur la côte normande, on s'inquiète. Les croupiers payés au pourboire craignent pour leurs revenus et à Forges, on aurait parfois même tendance à imaginer le pire. Eh bien, je pense qu'effectivement, ça changera même beaucoup de choses. Car pour jouer à la roulette, il faut absolument faire 100 km pour venir à Forges. Si l'on peut prendre le bus et aller à Enghien pour jouer, on n'aura plus à prendre sa voiture, ni à faire ces 200 km aller-retour. Donc le chiffre d'affaires du casino de Forges-les-Eaux va certainement en subir des conséquences fâcheuses. Y a-t-il pas assez de joueurs pour que vous partagiez équitablement cette clientèle ? Alors il faudrait sans doute demander à certains joueurs de ne pas aller à tel endroit mais à tel autre. Je pense que la politique des joueurs, encore une fois, c'est de jouer. Donc pour jouer, on va au plus près. Sauf si la ville dont vous êtes le maire offre des avantages supplémentaires par rapport à Enghien. Eh bien c'est vrai que commercialement il faut se battre dans la vie lorsqu'on est commerçant, par exemple je le suis. Eh bien il faudra que Forges fasse beaucoup d'efforts pour faire que la clientèle des jeux accepte et vienne le plus souvent possible à Forges. Mais rien n'est encore perdu pour la côte, puisque pour le moment à Enghien, on ne jouera à la roulette qu'en semaine. Week-end, jours fériés et veille de jours fériés restent encore réservés aux casinos éloignés de Paris. Après le jeu, le sport, avec d'abord l'automobile. Les Renault n'ont pas gagné à Hockenheim en Allemagne, mais il s'en est fallu de peu. Alain Prost, en effet, sur sa Renault Turbo, qui avait réalisé le meilleur temps aux essais, a mené la course pendant un moment, mais il a finalement été dépassé par Nelson Piquet sur sa Brabham. Une moyenne très élevée pour cette course, près de 214 km/h. C'est donc Piquet qui gagne devant Alain Prost, et le troisième, c'est une bonne surprise, c'est Jacques Laffite sur sa Talbot Ligier. Au classement du championnat du monde des conducteurs, Reutemann, l'Argentin, est toujours en tête, mais il se fait remonter par le Brésilien Piquet, qui est maintenant deuxième. Jacques Laffite occupe la troisième place de ce championnat. Athlétisme, la France qualifiée pour la finale de la Coupe d'Europe d'athlétisme. L'équipe de France disputait ce week-end une épreuve de repêchage à Athènes et elle devait absolument terminer à la première place pour espérer participer à la finale. Eh bien, l'équipe de France est parvenue. Le commentaire de Dominique Duvauchel. Eh oui, c'est fait. L'athlétisme français a donc repris son souffle. Il a battu les Hongrois 84 à 78 et dans l'ordre tchécoslovaque et finlandais. Un garçon comme Philippe Attil au couloir numéro 2, qui est battu, qui est quatrième, a pourtant fait sa course. Il est aussi un symbole de la hargne, de la rage de vaincre, de cet athlétisme en devenir. C'est le Tchèque Ivan qui remporte ce 110 mètres haies devant le champion d'Europe en salle, le Finlandais Brigard au couloir numéro 1, Bakos le Hongrois et Philippe Attil le Français. Symbole de la nouvelle vague, de ce qui sera peut-être la nouvelle génération des vedettes de l'athlétisme français, Philippe Dupont, ici en deuxième position derrière le coureur grec. Il a très bien couru, il a pris l'aspiration du grec qui est parti un petit peu trop tôt dans la ligne droite opposée et Philippe Dupont bat Paroxai, l'ancien champion d'Europe, bat Paez aussi l'espagnol. Philippe Dupont, c'est l'avenir, le temps n'est pas excellent, mais la performance, la place compte avant tout. Il y a des petites déceptions comme Jean-Michel Bello, ici seulement deuxième au saut à la perche, comme Bernard Lamitié, dernier du triple saut. Mais la France sera en finale de la Coupe d'Europe les 15 et 16 août prochains à Zagreb. J'ajoute un résultat de voile, c'est un voilier français qui a gagné la Channel Race. Il s'agit de l'une des épreuves de la fameuse Admiral's Cup qui a lieu tous les 2 ans et qui est un peu le championnat du monde de course au large. Midnight Sun, un bateau français malgré son nom donc, qui est barré par Jean-Louis Fabry, a gagné l'épreuve devant les meilleurs voiliers du monde. Il n'a pas fait de détails, il a gagné en temps réel et en temps compensé. Le tiercé, eh bien, il se courait, vous le savez, à Deauville aujourd'hui. Alors voici l'arrivée de la course. Elle a été remportée par Winjet, vous allez le voir sur les images. Le deuxième, c'est Didia Clara. Troisième, Croissant. L'ordre d'arrivée, c'est donc le 11, le 16 et le 5. Un tiercé qui, dans l'ordre, rapporte 16 939 francs. Un gros tiercé dans un ordre différent, 1630 francs. Tout cela pour 5 francs, bien sûr. Enfin,
Cette information étrange pour terminer le journal. Uranus et Neptune, qui sont deux planètes de notre système solaire, pourraient être recouvertes d'une surface en diamant. C'est en tout cas ce qu'affirme un physicien américain, et oui. Cette hypothèse pourra peut-être être vérifiée grâce à cet incroyable télescope. Il est américain, lui aussi. C'est le plus grand du monde et il a été ouvert il y a 6 mois à peine dans le désert du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, bien sûr. De plus, si le cœur vous en dit, vous pouvez louer ce télescope, car il peut être loué effectivement par des particuliers ou des groupes pour quelques heures ou pour une journée. Le reportage de Claude Guénière. C'est la plus grande oreille du monde. 24 heures sur 24 à l'écoute des battements de notre univers. Traquant le Soleil ou Vénus, une galaxie ou un quasar, captant les bruits de l'espace, les transformant en images, ce radiotélescope fouille le ciel et en dessine la carte. La plus grande oreille du monde parce qu'il n'y a pas une coupole, mais 27. 27 radiotélescopes formant une gigantesque étoile à 3 branches, une étoile de 40 km de large. Les coupoles, 210 tonnes chacune, peuvent être déplacées sur des rails pour modifier à volonté l'envergure de ce radiotélescope géant, comme on règle un zoom ou un téléobjectif pour en augmenter la précision. Sur ce plateau du Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest des États-Unis, à 2000 mètres d'altitude, loin des villes et des industries, de la pollution et des bruits des humains, ces tournesols géants ont atteint les bornes de l'univers et pourraient révéler les mystères de notre origine. En permanence, la Terre est bombardée par des radiations électromagnétiques émises par les objets de l'espace. En multipliant le nombre des coupoles, en les couplant entre elles et en les orientant toutes vers une même étoile, on intercepte ces émissions venues de milliards d'années-lumière que des ordinateurs vont transformer en photos. Pourquoi un radiotélescope à 3 branches? Voici le principe. Les étoiles dans le ciel, au fil des heures, dessinent un arc de cercle, parce que la Terre tourne. Si au contraire, les coupoles suivent l'étoile, c'est l'étoile qui est fixe, la Terre et le radiotélescope qui décrivent un arc de cercle. En 8 heures, une coupole par rapport à l'étoile aura fait un arc de cercle de 120 degrés et rejoint l'emplacement quitté par la précédente. Et avec elle, toutes les coupoles auront parcouru 120 degrés. En 8 heures, l'ensemble du dispositif aura balayé 360 degrés, un cercle, donnant un résultat égal à une coupole unique mais impossible à construire de 45 km de diamètre. Première découverte, Vénus. On n'a jamais pu photographier le sol de cette planète à cause de l'atmosphère qui la protège. Le radiotélescope, lui, par des taches rouges, révèle des sources de chaleur, peut-être des volcans. Vénus est moins douce et calme qu'on ne l'avait imaginé. Une galaxie, large d'1 million d'années-lumière. Elle diffuse une formidable quantité d'énergie. Explication, une galaxie est en train d'en absorber une autre par gravitation. Et voici les quasars, les objets les plus éloignés de notre univers. Ils sont à 20 milliards d'années-lumière. Cette image, composée par ordinateur, a été réalisée avec 12 coupoles seulement. 1 an plus tard, les mêmes quasars, avec 20 coupoles. La photo est plus précise. Enfin, il y a 6 mois, avec les 27 antennes installées, une définition presque parfaite. Ici, on cherche à repousser les limites de notre monde, à percer le mystère des nuages de gaz où se forment les étoiles, à prévoir les éruptions solaires. On est à l'écoute en permanence de ce gigantesque corps en explosion qu'est l'univers pour en découvrir le fonctionnement et la composition. Croyez-vous en Dieu, demandera un prêtre à un des astronomes du radiotélescope géant. J'ai, dira le savant, une façon différente de communiquer avec lui. Et le prêtre de répondre avec peut-être plus de succès que moi. De l'espace au temps, il n'y a qu'un pas, je n'hésite pas à le franchir. Pour vous donner les prévisions de la météo pour demain, eh bien demain le temps sera encore très orageux un petit peu partout en France, très orageux et très nuageux. L'activité orageuse, dit la météo nationale, s'atténuera progressivement en toute région l'après-midi. Et puis les régions proches des côtes de la Manche seront assez peu touchées par la tendance orageuse, mais le temps là, il sera plus frais et brumeux le matin. Un peu de soleil quand même, vous le voyez sur cette carte. Fin de cette édition du journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est vers 23h15 avec Jean-Claude Renaud. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir.